Bon dimanche à tous et à toutes. Vous êtes à Choc Culture au 105.1 FM. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode. Alors, au studio, avec moi, j'ai DJ Hobbs, Med, Mr. Ring et Sabine Marissette. Bonjour. Avec qui on fera connaissance davantage un peu plus tard au cours de l'émission. Alors, messieurs et dames, comment allez-vous? J'ai la pêche. J'ai la pêche, c'est dimanche, j'ai la pêche. On aime ça. Eh oui, et moi je suis en forme, pleine forme. Parfait aussi, tout est bien, on est là, l'hiver est fini. Mr. Ring, on voit que tu ris, tu rigoles. Je pense que tu as quelque chose à nous dire. Non, moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, passe. Bonjour. Bonjour. Alors, on va plonger dans notre belle émission qu'on a pour vous aujourd'hui, auditeurs et auditrices. Le 8 mars dernier marquait la Journée internationale des femmes, un temps de célébration et de réflexion sur la situation des femmes dans le monde et le chemin parcouru en matière de droits des femmes et aussi les changements qui restent à instaurer. Le 8 mars, c'est passé, certes, mais la célébration des droits des femmes demeure pertinente au-delà d'une journée officielle, d'où notre clin d'œil aujourd'hui à cette thématique dans notre émission. Moi, j'aimerais vous proposer ceci, de vous pencher sur 3 faits d'actualité récents ou encore un peu plus anciens, des faits d'actualité qui se sont déroulés ici au Canada. Donc, je vais tout simplement vous les partager et puis on va avoir une petite discussion autour de ça. Alors, la première chose, donc, il y a le rapport du Harvest Voices 2024 au Manitoba qui rapportait ceci: 2/3 des clients des banques alimentaires sont des femmes. Alors, le rapport, il est basé sur des réponses de sondages qui ont été menées entre mai et septembre 2024. Donc, c'est tout récent. Et qu'est-ce qui ressortait, c'est que le visage, en fait, je ne veux pas nécessairement dire le visage de la pauvreté, mais disons qu'il y a une réalité par rapport aux banques alimentaires. Et les gens, en fait, les personnes qui consomment, ou plutôt qui utilisent de plus en plus les banques alimentaires sont des femmes. Alors, c'est une situation, en fait, qui est intéressante parce que ce que l'article mentionnait, d'ailleurs, l'article se trouve sur CBC, c'est que c'est un changement. Auparavant, c'était davantage des hommes. Alors que là, maintenant, 2024, le rapport a montré que c'était des femmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ça? Bon, statistiquement, ils disent que les femmes font partie des pauvres dans le monde, qu'on dit. Non, c'était au Manitoba. Oui, mais je veux dire, je parle en gros. Ah, ok, en gros, oui. pour dire que quand on parle de pauvreté, il y a toujours les femmes dedans. Oui. Maintenant, au Manitoba, je ne sais pas, mais je suppose que peut-être que ce sont des femmes autochtones, monoparentales. Monoparentales. Et isolées. Voilà, monoparentales isolées. Qui est pas, parce qu'elles ont besoin, les femmes, elles vont pas, je sais pas, c'est pour leurs enfants. Quand tu vas à la banque alimentaire, c'est pour les enfants, c'est gratuit. C'est un bon point, ça. Alors, Sabine, vas-y, après coup, je vais faire l'intervention, la chose à laquelle tu me fais penser. Oui, je suis aussi d'accord avec Med. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a ce rapport de la femme qui se retrouve seule et qui n'est pas en mesure de combler en fait ses besoins, ainsi que les besoins éventuels de ses enfants. Et peut-être aussi qu'au Manitoba, bon, c'est vrai que j'avoue que je ne connais pas très bien cette province-là, mais peut-être aussi que les femmes n'ont pas le même rapport au travail que dans une grande ville. Donc elles se retrouvent peut-être aussi en déficit de ce côté-là. Tu veux dire par rapport au fait qu'il y a moins de centres urbains au Manitoba que, par exemple, en Ontario, une province comme l'Ontario? Exactement. Donc, ça peut être aussi un des points éventuels. Pourquoi il fait froid, là? C'est sûr. Oui. Il fait pas chaud. Il y a ça aussi. Il fait pas chaud, c'est sûr. Moi, je pense vraiment que c'est famille monoparentale, effectivement. Donc, c'est pour les enfants. Et quand tu es face à l'adversité et que tu peux rien faire, il n'y a pas d'honte à aller au... Ouais. Est-ce que les femmes seraient plus enclines à demander de l'aide? Par rapport aux hommes, c'est
Fort probable. Je pense qu'elles sont plus fortes de ce côté-là parce que les hommes, les enfants. Il y a aussi l'histoire de la fierté. L'ego, la fierté, tout ça. Un homme, il va essayer de faire travailler, trouver des petits business à gauche, à droite, tout ça pour pas aller à la banque alimentaire alors que il pourrait, tu vois. Ça se fait dans les grandes villes, on en voit, il y a des hommes, il y a des femmes. Et je pense vraiment que c'est côté fierté, elles mettent leur fierté de côté et elles y vont parce qu'il n'y a pas le choix. Mon fils, je dois nourrir ma fille. C'est ça, ouais. Exactement. Voilà, donc je ne vais pas attendre d'aller voir un homme pour dire aide-moi, et puis mais lui va vouloir d'autres choses en échange. Mais après, je vais à la banque. On parle du Manitoba, mais je remarque aussi que dans les grandes villes, il y a beaucoup d'étudiantes, donc des femmes, étudiantes, donc qui sont dans le besoin et qui ont besoin de manger parce qu'elles... Les courses, ça coûte cher, elles n'ont peut-être pas le petit travail qu'elles ont à côté, ne leur rapporte peut-être pas assez, tout ça. Ouais. Et c'est très précaire pour elles. Donc on voit beaucoup d'étudiantes aussi. Et je pense que c'est un phénomène qui, malheureusement, ira en grandissant, tout simplement parce qu'il y a aussi une réalité économique dans laquelle nous vivons actuellement. Les choses, ne sont pas faciles. Le prix des denrées ne fait qu'augmenter. Donc, je pense que ce qu'on verra, c'est probablement une augmentation de fréquentation au niveau des banques alimentaires. Et je pense aussi... Probablement, ce qui va se passer, c'est qu'on ne verra pas que, par exemple, des personnes à faible revenu. Et déjà, c'est une réalité, un phénomène que l'on observe, c'est qu'il y a des gens qui, tout simplement, travaillent, mais n'ont plus les capacités, de pouvoir se nourrir parce que tout le salaire passe dans les factures, les besoins de base. Donc, parfois, des gens qui ne sont pas nécessairement considérés aux yeux de la loi comme des personnes à faible revenu se retrouvent à devoir utiliser les banques alimentaires parce que la situation est précaire. C'est ce dont on parlait, quand on avait fait l'émission sur le coût de la vie à Toronto. Oui. Ouais, ça va. Et c'est ça, c'est qu'à force, ça attaque, tu vois, là, ça va attaquer la classe moyenne. Ceux qui sont tout là-haut, là, ils sont bien. Les intouchables. Voilà. Les intouchables. Mais tu vois, voilà, on parlait de ce qu'il fallait sacrifier, et les gens, ils vont sacrifier la nourriture. Oui. Donc, tu vois, prendre des choses peut-être moins chères, parce que, et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça coûte de plus en plus cher de se nourrir avec de bons produits. Donc, Exact. Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte si tu fais ton argent, tu n'arrives pas à nourrir. Tu vas, on te donne un chariot avec des une première nécessité. Ils te donnent du riz, ils te donnent des fruits, ils te donnent tout. Pourquoi tu ne prends pas? Oui, mais en fait, pour certaines personnes, c'est vu comme un sentiment d'échec. Tu vois? Parce que même si, pour nous, il n'y a pas de honte. Ils ont pas mais en fait, il y a des il y a des personnes en fait qui tout simplement ne savent pas demander. Et pire aussi, elles ne savent pas recevoir. Tu vois? Il n'y a pas seulement ça, tu sais. Je pense que, moi, j'ai déjà vu vraiment des personnes qui t'ont dit non, je vais pas demander, ils peuvent passer, être vraiment dans le besoin, mais ils ont en fait ce sentiment de honte. C'est l'éducation. Oui, il y a aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vraiment en fait ont cette difficulté de recevoir, et même quand tu vas leur donner, ils ont même honte de prendre, tu vois. Ils se sentent pas en fait concernés. Ils se disent normalement c'est peut-être à cette personne en fait que tu devrais donner. Donc il y a aussi, tu vois, l'aspect et demander et recevoir. Parce que recevoir, c'est quelque chose aussi. Il faut, tu vois, savoir aussi recevoir. Accepter comme les compliments, il faut savoir aussi, tu vois, les accepter. Et tout le monde ne sait pas faire ça. Exact, c'est bien dit. Le deuxième fait d'actualité, celui-ci, il est moins récent, mais il concerne la mairesse de Toronto, Olivia Chow, qui est en fonction depuis... Question quiz, elle est en fonction depuis quand, Olivia Chow? C'est pas longtemps, attends. Ça fait quoi, 1 an? Exact. C'est ça, oui, exact. Non, même pas. Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an? J'ai un projet. Je pense que Mr. Ing a la réponse. Tu veux nous... Moi, je l'ai vu à la parade de Noël. Moi, je dirais 2023. Oui, ah oui, c'est vrai, on est 2025 là. J'oublie. Ouais. Déjà. Ça fait 1 an et quelques mois. Parce que je crois que c'était octobre... Juillet 2024. Oui, exactement. 2023, pardon. De juillet 2023, exactement. Donc, un peu plus presque 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Alors, saviez-vous quelle est
la troisième mairesse de Toronto. Troisième mairesse, en fait, c'est-à-dire la troisième femme à être maire de Toronto. Moi, je le sais parce qu'Olivier me l'a dit un jour. Vous ne savez pas, mais Olivier me l'a dit. Mais je le mentionne, je le souligne parce que quand même, la municipalité de Toronto existe depuis 1834. Et il n'y en a plus eu 3. Mais vous pensez que c'est dû à quoi? Bonne question. C'est dû à quoi? Attends, finis ton point là, parce que moi, j'ai pas. Finis ton point. Donc, la municipalité de Toronto existe depuis 1834, mais Olivia Chow a été élue en 2023 et c'est la troisième femme maire de Toronto. Depuis 2 siècles. Là, silence complet. Là. Oui. Je pense que c'est en train d'absorber la chose, Non, hein? c'est chaud, mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que il y a moins de femmes qui se présentent, il y a moins de femmes qui se disent, qui se lèvent le matin, qui se regardent et disent « Oh, moi, je peux pas être mère ». Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elles y pensent? Ah là, c'est ce que je veux dire. On ne sait pas, mais je dis. Donc, on va Moi, dire. je pense peut-être qu'il y a. Bon, c'est une chose qu'il y a moins de candidates par rapport aux hommes qui vont peut-être plus se représenter. Et surtout aussi, bon, bah, il ne faut pas se le cacher, hein. Beaucoup d'hommes ne veulent pas être gouvernés par des femmes. Par des femmes. On va pas se le cacher. Oui, effectivement. Mais moi, je vois pas la différence. Mais toi, tu ne vois pas la différence. Mais il y a beaucoup d'hommes, je te le dis. Non, mais je veux dire, oui. Non, mais je veux dire, en tant qu'elle est mère, ok? Elle fait les affaires se bougent à Toronto. Elle fait tout ce qu'il faut faire comme un homme allait le faire. Celui qui est chez lui, qui est un homme. Quelle est la différence en fait? Oh non, c'est. Je veux pas que. Mais en tout cas. C'est pas un facteur anodin ce que tu as mentionné, DJ Hobbs, parce que faut savoir que la première femme maire de Toronto s'appelle June Rollins. Et elle a été élue en 1991. Ah oui, donc très tard. Très tard. De 91 à 94. La deuxième femme maire de Toronto était Barbara Hall de 1994 à 1997. Ah, elle a suivi après l'autre. Tout de suite après. En fait, deux mandats par des femmes. 2 mandats par des femmes. Okay. Et là, nous avons comme... Il y a moins de 40 ans. Hein. Exactement. C'est quand même exceptionnel. C'est complètement ahurissant. Moi, je pense que c'est les femmes qui ne font pas assez confiance pour se présenter. Mais en même temps, une mère qui est là aussi. Oui, mais en même temps, je pense que la chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le droit de vote des femmes est arrivé quand? En au 1916. début, c'est ça. Donc, je pense que si c'est arrivé aussi tard que le début du 20e siècle, voilà. Donc, avant que dans l'esprit des gens, on puisse même concevoir que les femmes puissent être des personnes politiques à part entière et fassent partie de gouvernements et soient des représentants politiques au niveau des municipalités, il a fallu beaucoup de travail. Bah, moi, ce que j'aime bien, je rebondis sur ça rapidement avec notre nouvelle mairesse, là, c'est qu'elle fait partie d'une minorité, tu vois. Exactement. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce que vous saviez qu'elle est pas née à Toronto? Ah ouais? Je savais pas, non. Non, Hong Kong. Elle est née à l'extérieur. Oui, wow. Elle est née à l'extérieur de Toronto. Tu vois, c'est encore mieux. Tu l'as déjà vue? Personnellement, non. Je l'ai vue à la parade de Noël, en fait. Elle défilait. Ah, quand elle dansait, là, tout ça? Oui, elle était à la barre. Et puis elle passait, et on m'a dit, c'est elle, la mairesse de Toronto. Et elle est toute petite. Tu sais, elle est, je sais pas, elle doit peut-être faire 1m50, 55. Enfin, elle est vraiment petite. Un petit bout de femme. Voilà, un petit bout de femme, assez menu. Ouais. Puis elle était là, avec ses trucs et tout, voilà. Mais c'est qui a le power. C'est ça. Tout à fait. Non, mais moi, je trouve ça vraiment bien déjà qu'on ait une femme. Et en plus, issu d'une minorité. Oui. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas prêts pour ça. Hein. Je pense ça, c'est un bon point. C'est vrai, c'est exact. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas prêts pour ça. Parce qu'aussi, c'est la façon dont tu es bâti aussi, le Canada. On va juste aux États-Unis, Kamala, elle était là. Il y a beaucoup de gens qui savaient qu'elle n'avait pas gagné. Oui, mais ça, c'est la présidence quand même. Oui, non, mais je te dis, mais on peut faire les maires. À Montréal, c'est une femme. À Toronto, c'est une femme. Oui. Donc, il faudrait que les femmes... À Atlanta, c'est une femme. Voilà, il faudrait que les femmes... À Los Angeles, c'est une femme. Pensent à se présenter. Parce que c'est le même travail. Il n'y a pas que, ah non, comme
elle est femme mère, elle ne pourra pas faire ça. Tu comprends ce que je dis? Il faudrait qu'elle y pense. Comme elle dit, Milady, la présidence, c'est encore autre chose. Oui, non, je ne parle pas de la présidence, je parle d'encourager toutes les jeunes femmes qui sont en politique, qui sont à se présenter, à oser. Est-ce qu'elles vont pas plus vers des postes de députés? Enfin, je sais pas. Oui, il y en a un peu, la politique, mais c'est toujours très peu. Mais je pense que ça vient avec beaucoup de sacrifices, parce que la vie politique, que ce soit au niveau municipal, provincial, on parle du Canada, ou encore fédéral, il y a beaucoup de sacrifices. Et souvent, en fait, dans le cas des femmes, on va pas se cacher, elles se retrouvent à avoir la responsabilité de jongler avec élever les enfants, éduquer les enfants, travailler, s'occuper de la maison. Donc, à moins d'avoir vraiment un village qui les soutient ou d'avoir un partenaire ou une partenaire, dépendamment de leur orientation, qui est vraiment impliqué dans le processus, ça risque d'être difficile. C'est tout un sacrifice. Ça, c'est vrai que je n'avais pas vu ce point, mais tout est possible. Ça peut être un point pour lesquels il y a moins de femmes qui se présentent. Oui. Je pense que c'est pas négligeable. Elles peuvent attendre, genre, ok, j'ai fait mes enfants, maintenant je suis prête. Oui, mais ça demande aussi tout un parcours pour pouvoir arriver là. Parce qu'on ne devient pas mairesse tout de suite. Il faut d'abord réseauter, se faire connaître, et puis ensuite aussi être en mesure de construire un projet pour pouvoir le présenter, et ensuite se présenter. Donc tout ça aussi, ça demande un laps de temps. Ça ne se fait pas, je pense, en 6 mois. Donc si... plus tard, elle va commencer. Plus tard aussi, parfois, ça peut être difficile parce qu'il y a aussi se faire connaître, se faire apprécier pour pouvoir ensuite se lancer. Donc, c'est vrai que si tu commences à 50 ans, c'est peut-être plus difficile parce que tu n'as pas aussi cette expérience. Peut-être. Mais tu n'as peut-être pas cette expérience, en tout cas, qu'une personne qui a commencé quand elle avait 20 ans. C'est juste ce que tu dis, et j'aimerais rebondir cependant sur ce que tu viens de mentionner, Med, c'est que je crois qu'il y a l'agisme également. Oui. Et on est beaucoup plus sévère. On n'a pas la même perception envers les femmes mûres versus les hommes. Oui. Chez les hommes, c'est perçu comme de la maturité, alors que les femmes, on a tendance à les percevoir comme dépassées. C'est ça. Ah ouais? Oui. L'agisme est une réalité. Dans le travail? Mais dans tout. Quand il travaille, dans des postes comme ça? Dans tout. Oh oui, dans le monde, particulièrement dans le monde du travail. Oui. Particulièrement dans le monde du travail, une femme arrive à un certain âge et elle est perçue d'une certaine façon. Donc, si elle n'avait pas bâti sa carrière très tôt, c'est pas à 40 ans qu'elle va commencer à gravir les échelons parce qu'elle est perçue comme... périmée. Mais c'est ce qu'ils disent. Voilà, périmée. Moi, ça me fait mal aux oreilles, ça. Mais moi, j'ai déjà très souvent entendu parce que... périmée, c'est pas un produit, là. Même aussi... Non, mais même dans aussi les adjectifs qui vont être utilisés concernant une femme, ils vont te dire, tu vois, la jeune femme, pour parler d'une femme, beaucoup, la jeune femme. Lorsque tu arrives à 35 ans, on te dit pas jeune femme encore, hein. On te dit plus ça, alors que 35 ans, tu es encore jeune. On encore. Parce que tu es un homme. Mais une femme qui n'a pas d'enfant à 35 ans, qu'est-ce qu'on va lui dire comparé à un homme, tu vois? Alors, un homme, il a toute la vie devant lui. Mais la femme, on va commencer à te dire, mais au fait, c'est quand? C'est pour quand? Tu vas être périmée bientôt. Voilà. Hein. Et c'est vraiment... Non, mais c'est ce que j'entends. Malheureusement, je suis désolée de le mentionner. Et ça, c'est dans... non. Non, c'est encore peut-être très que toi, présent. tu penses comme ça, mais en fait, même si les gens vont pas forcément te le dire, la façon dont ils vont agir avec toi ou ceux qui vont te proposer, ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui a 25 ans. Okay. Les opportunités, je pense, ne vont pas totalement être les mêmes. Non, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, le troisième fait d'actualité, en fait, sur lequel je voulais me pencher est celui-ci. C'est une nouvelle qui a été annoncée tout dernièrement, en fait, par la province de l'Ontario. Et quand je dis dernièrement, c'est dans un communiqué que le gouvernement a publié le 13 janvier 2025. Alors, un investissement de 1,24 million de dollars sur 3 ans en vue de soutenir le programme Parobiz qui aide les femmes à faible revenu
à lancer et développer leur propre entreprise. Ça, c'est cool. Ouais, ça c'est bien ça. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Excellent. Cependant, Je trouve que c'est pas assez, mais Quoi, c'est vrai. Le montant, quoi. ouais, 1 million. 1,20 million. sur 3... Non, Non, million. Millions de dollars. Oui. Ah, c'est 1,24 millions Ouais, c'est sur pas- 3 ans. C'est C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est déjà ça. C'est Voilà. C'est un déjà point de ça. départ. Mais non, c'est cool, tu vois. Ça, c'est l'Ontario. L'Ontario, la ouais. province de l'Ontario. Ontario. Exactement. C'est bien. C'est un C'est bon un point de soutien. départ. Non, c'est faut commencer par quelque part. Entièrement Donc, d'accord c'est avec bien toi. et tout. Surtout pour. Alors, je sais pas. Je pense que c'est pour tout le monde, mais ça va plus Les femmes à faible revenu. Ouais. Et les femmes, mais les femmes à faible revenu, elles vont être plus jeunes que âgées, non? Non, ça Je dépend. pense que ça dépend. Pour commencer un business? Ah bah tu vois, Ouais, on revient justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà, C'est exactement ça. Mais elle a un business qu'elle voit. Mais non, mais c'est exactement ça. Elle Parce a que dit, ok, moi je tricote, maintenant je veux faire mettre ma Mais marque à moi. une banque Il n'y a va pas faire d'âge dans ça. Une banque va faire confiance à qui? À une jeune femme qui va commencer son business, ou ils vont regarder une dame qui arrive dans ses 40 ans et qui n'a rien fait. Et ben voilà. Tu vois? On n'a pas nécessairement des formations là-dessus, mais ton point, il est pertinent parce que bien souvent, au niveau des, chaud, hein. des programmes d'aide Moi, je pense que c'est ça gouvernement, qu'ils regardent. d'aide gouvernementale, il y a toujours des critères d'âge. C'est ça, ouais. Il y a toujours des critères d'âge. Toujours des- Lorsque de l'argent est distribué, Toujours. il y a toujours des Tu critères vois toujours d'âge. jusqu'à tel âge. Ah ouais, jusqu'à ça 30. c'est sûr. Ils Ils ont sont, une tranche d'âge. ils sont obligés pour pouvoir, Ça, entre 30. guillemets, écrémer, sélectionner. C'est ça, tu vois Ouais, toujours ouais, c'est 25, ce qu'ils vont 35 ans. Il y a Alors, une Oui. tranche d'âge. je sais pas ce qui se passe à 36 ans parce que t'es pas moins valorisante qu'à Non, mais Tout ce à qui est fait. dommage, la plupart des hommes explosent quand ils ont 50 ans. C'est-à-dire, Non, explique-nous. Je suis curieux, je veux Non, comprendre. c'est vrai, non, quand je dis, quand un homme devient riche, Ouais. c'est pas quand il a la quarantaine, c'est quand ils ont Ouais. 50 ans, quand tu regardes en moyenne. Ouais. Je l'ai pas la source, mais je l'ai vu, j'ai entendu. Mm. Et je sais pas par où, mais c'est resté dans ma tête. Tu dis, oh non, mais on m'a dit, oh, t'es encore jeune, là. Tu dis quoi? Un Ouais, homme c'est- s'affirme, là, c'est quand il a 50 ans. Et là. c'est pour ça qu'il va prendre une femme de 25 ans. Elle tire des balles. Moi, j'ai pas dit ça. Ça, c'est s'il veut se sentir. C'est là qu'il explose. Sabine tire des balles. On aime ça, ça met du piquant. Mais quand même, moi, la seule chose à laquelle je pense par rapport à ça, souvent lorsque on parle de femmes à faible revenu, j'imagine que ces femmes doivent assister à un programme. Ça requiert qu'elles soient disponibles toute la journée pour assister à ce programme. Moi, je me pose toujours la question à savoir, lorsqu'il y a ce genre d'aide, est-ce que également il y a du soutien pour pouvoir s'assurer que ces femmes puissent payer leur loyer, ou est-ce que le programme est tout simplement, l'argent qui est mis dans ce programme, c'est tout simplement pour la formation de ces femmes et non pas s'assurer que pendant qu'elles se forment et qu'elles passent des heures à se former et qu'elles ne sont pas en train de travailler, qu'elles aient un soutien aussi financier pour pouvoir continuer à pallier aux responsabilités et finalement au quotidien de la vie. Moi, c'est la question que je me pose. Il n'y a pas de réponse par rapport à ça. C'est sûr que c'est une belle annonce, mais on se pose toujours la question à savoir, dans les faits, comment ça se déroule. Parce que bien souvent, ces programmes ne prennent pas en considération cet aspect-là. Okay. Moi, je me dis, on dit que à faible revenu, donc on suppose que la dame, elle travaille. Donc, s'ils ont un projet, si tu as un projet, ça ne demande pas une formation. Je veux dire, on va t'aider, voilà ton projet, on va te montrer comment monter le projet. Tu n'as pas besoin de là 24 heures sur 24, comme quand ils font des subventions pour les artistes. Il y a les mêmes subventions pour les artistes francophones. Je suis ça il n'y a même pas longtemps. Ah oui, je veux faire tel projet. Donc, ils analysent le projet et puis ils vont injecter l'argent qu'il faut en fonction de tout. Parce que pour évaluer, il faut que la personne ait travaillé. Donc, ils savent qu'elle ne peut pas être au travail et puis être là en même temps. Moi, c'est comme ça que je vois. Quand ils donnent des subventions. Parce qu'on a regardé, tu travailles où? Tu gagnes combien? Tu gagnes moins de 40 000. Ok, tu es éligible. Donc, tel jour, mets ton projet. On va t'encadrer pour ton projet. Ils le font, hein, pour les hommes. Ils te montrent.
Et je suppose, je ne sais pas, mais je pense que c'est comme ça que ça doit aller. Et on les finance et puis... on espère. Si le projet est bon, voilà, ça explose. Oui, on espère que cet investissement va porter des fruits et va permettre à des femmes d'avoir une plus grande autonomie financière. Alors, sur ce, on va passer à une pause musicale avec DJ Hobbs. DJ Hobbs. Une histoire terminée, chemin séparé. On s'est bien aimé, mais je préfère avancer. Je ne regrette rien, mais ça ne me dit plus rien. Je crois que c'est pour le mieux, je peux pas dire que je t'en veux. Laissons passer un peu de temps, et peut-être qu'on en rigolera. Qui sait, mais pour l'instant, on ne prend pas la même voie. Je me demande si je vais regretter de te quitter, je doute sans cesse. J'en perds la tête, pris dans le temps, à faire les mêmes choses qu'avant. T'es resté pris dans le temps, toi t'es derrière et moi je suis loin devant. T'es resté pris dans le temps, à faire les mêmes choses qu'avant. Pris dans le temps, toi t'es derrière et moi je suis loin devant. C'est moi le... Oui je sais, j'ai pas trop changé. Y'a l'odeur de la pluie sur l'air qui m'attend. Je reviens, la vie n'a pas changé. Je reviens chez moi. Je reviens, cette fois fais-moi entrer. Y'a l'effet de tes yeux sur mon cœur qui m'attend. Retiens-moi, cette fois je vais rester. Je reviendrai parmi vous. Y'a Montréal qui me montre un concert. Je reviendrai malgré tout. Je ferai la route jusqu'au bout. Y'a des jours j'ai beau tout essayer, ça va pas, je suis même pas désolée. Je me suis parfois interrogée, suis-je dans mon monde ou en danger? J'hallucine quand j'ai des bonnes idées, même pas besoin de prendre du LSD. De toute façon j'aurais jamais osé, trop angoissée pour essayer. Je me sens comme une merde quand tout autour de moi les gens sont trop solaires. Moi tout ce que je veux c'est de faire la merde, pas faire semblant que je trouve que tout est super. Je veux rester les pieds sur terre, même si j'ai peur de ce qu'on en fait. On peut pas changer l'univers, mais bon, à ça je vous répondrai. On s'est dit que tout va s'arranger. On s'est dit que ça va bien aller. On s'est dit que c'est la vie, mais pas recommencer. On se dit profite, profite, surtout tant que tout va bien, car tout peut changer si vite, et basculer pour un rien. On se dit profite, profite, surtout tant que tout va bien, car tout peut changer si vite, et basculer pour un rien. L'émission, je mentionnais que nous avions Sabine Marie-Sainte en studio. Alors, Sabine est établie à Toronto depuis novembre 2024 et elle a un parcours fascinant que nous allons découvrir dans quelques instants. Alors, bonjour Sabine, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de te poser la première question. Qui est Sabine Marie-Sainte? Une femme fascinante. On t'écoute. Oui, une femme fascinante. Dis-nous en plus. Je suis très curieuse sur la vie en général, sur les gens, parce que j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime découvrir de nouvelles choses. Et je suis passionnée par plein de secteurs, dont le sport, la culture aussi. J'aime aussi beaucoup la musique. J'aime beaucoup la photographie. Je suis une passionnée d'Asie parce que, déjà, c'est en Amérique du Nord. Et aussi parce que
je voulais en fait une ville où il y a beaucoup de divertissement et aussi il y a beaucoup de sport. Et c'est le cas, il y a de la NBA, j'aime bien les Raptors, bien que je sois pour les Nets. Voilà. Et pour vous parler un petit peu de mon parcours avant, donc je suis née en France métropolitaine, je suis d'origine martiniquaise. J'ai grandi en région parisienne puis à Paris. J'ai un passé de sportive, c'est-à-dire que j'ai fait de la gymnastique artistique et de l'athlétisme. De l'athlétisme à un niveau à peu près correct, puisque j'ai fait un sport-études lorsque j'étais adolescente. Et puis, par contre, en parallèle, je faisais des études un peu plus littéraires, puisque j'ai un baccalauréat donc littéraire donc en France, spécialité art plastique, que je ne pratique plus malheureusement, mais que j'aime toujours. Et puis, sinon, donc, dans mon parcours, c'est vrai que j'ai découvert le Brésil à l'âge de 17 ans. Alors, dans un premier temps, par rapport à une amie qui pratiquait la capoeira, que moi j'ai pratiqué ensuite. Est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi la capoeira? La capoeira, en fait, c'est un art martial brésilien. Alors, lorsque les gens voient la capoeira, ils pensent souvent que c'est de la danse, sauf que c'est un véritable art martial qui est né en fait au XVIe siècle et qui ensuite s'est développé au fur et à mesure. Voilà. Et donc pourquoi je parle du Brésil? C'est parce que c'est un pays qui m'a fascinée, que j'ai visité lorsque j'avais 17 ans en colonie de vacances et dans lequel j'ai vécu de mes 21 à mes 24 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mentionne. Et c'est vrai qu'il faut savoir que j'ai commencé, entre guillemets, à vivre à l'étranger à mes 20 ans. Donc j'ai vécu en Angleterre, en Allemagne, où j'ai fait des stages dans le cadre d'études. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un brevet technicien supérieur, assistant secrétaire trilingue. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mes stages à l'étranger. Et puis une fois obtenu, j'ai vécu au Brésil, et puis après le Brésil, j'ai vécu aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, et ensuite retourné en Angleterre. Et puis les 5 dernières années, je les ai passées donc, dans le sud de la France, entre Nice et Cannes. Alors clairement, voilà. Tu es nomade, tu as voyagé à plusieurs endroits et aussi tu as des intérêts multiples, mais il semble y avoir une constante dans ta vie et c'est le sport. Tout à fait. Alors d'où cette passion te vient et qu'est-ce qui alimente cette passion? Cette passion déjà elle a été alimentée donc, par les parents qui tous les deux donc, aimaient le sport. Alors, du côté de ma maman, elle a pratiqué le handball. Je l'ai su quand même relativement tard, mais elle avait apparemment un bon niveau. Et mon papa, donc, il pratiquait donc, le football. Et j'allais au foot avec lui, donc le soccer, hein, pour les Nord-Américains. Pour les Nord-Américains. Et j'allais avec lui et... c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup stimulée. J'aime aussi toujours la Formule 1. Le basket et puis j'ai grandi en fait avec tous ces sports-là et bon, pour ma part c'est vrai que j'ai fait donc de l'athlétisme et de la gymnastique artistique mais après oui j'aime énormément le sport en général et ça a une très très grande place dans ma vie. Clairement ton parcours aussi pour ma part soulève que tu as toujours choisi d'être sur une voie atypique. Oui. C'est pas une voie dans laquelle on pousse habituellement les femmes. Que ce soit d'aller explorer le monde, que ce soit d'être une passionnée de sport. Moi, j'aimerais savoir, dans ton entourage, est-ce qu'il y avait des gens qui ont alimenté, en fait, ta curiosité? Et quelles ont été, en fait, tes premières inspirations? Tout à fait. C'est ma maman qui a alimenté cette curiosité, puisque depuis petite, donc moi, j'ai connu la Martinique, j'avais 18 mois, apparemment. Donc j'y allais très régulièrement lorsque j'étais petite et même adolescente. Et après, j'ai aussi toujours eu la chance de partir en vacances. Donc lorsque c'était en France, c'était dans les Gîtes de France notamment, parce que ma maman avait un bon comité d'entreprise qui permettait à ce qu'on puisse voyager. Et aussi, donc, lorsque j'ai eu 11 ans, j'ai commencé à partir donc, à l'étranger, donc, notamment... en Allemagne, en Angleterre, en Tunisie, en Finlande, en Norvège. Donc, mon inspiration et cette curiosité vient de ma maman. Après, le parcours atypique, c'est pas, on va dire, quelque chose comme ça en fait qui m'est venu. C'est juste en fait ce que je suis.
C'est-à-dire que je ne fais pas les choses par rapport aux autres, je fais par rapport à moi, en fait, en fonction aussi de ce que me présente la vie. Donc moi, en fait, j'ai réagi à des événements qui se sont produits dans ma vie. Lorsque j'avais 21 ans, j'avais prévu de faire ma vie au Brésil. Vraiment. Et donc, ma mère est tombée malade lorsque j'avais 23 ans. Et là, en fait, mon monde s'est écroulé parce que je me suis dit, peut-être qu'il va falloir rentrer en France parce que ce qu'elle a, c'est sérieux. Et donc, ma mère est décédée. Et donc, suite à son décès, je suis revenue en France. Et moi, c'est vrai que j'avais prévu de rester au Brésil. Pourquoi j'ai vécu en Martinique? C'est parce que son décès, en fait, ça a été qui suis-je? Quelle est mon identité? Donc, il a fallu, en fait, que j'aille chercher qui je suis. La question, c'était qui suis-je? Et donc, en fait, naturellement, ça s'est fait. Et de là, comme j'aime beaucoup de choses, c'est vrai que lorsque j'ai commencé en Martinique, dans un premier temps, en fait, j'étais guide touristique. Donc, je conduisais des 4x4 et je faisais la visite de l'île. Et puis, comme j'avais commencé aussi à travailler dans le secteur aéroportuaire lorsque j'étais en France, j'ai continué en fait à travailler dans ce secteur-là. Et c'est un secteur d'ailleurs dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans. Voilà. Mais après, c'est aussi, il y a toujours en fait une cause de pourquoi j'ai déménagé. Donc, c'est vrai que ça donne un parcours atypique, mais je sais que partout où j'irai, en fait, je rebondirai. Et là, si je suis au Canada, justement, c'est parce que c'est une terre d'opportunités. Rien n'est facile, mais c'est mon choix. Et c'est parce que je sais que les opportunités en fait, que j'ai et que j'aurai au Canada sont bien différentes de ce que, par exemple, l'Europe peut m'amener. Et c'est pour ça que je suis ici. J'aimerais revenir sur un élément que tu as mentionné parce que tu as beaucoup voyagé. Oui. Et pour beaucoup de gens, le voyage est associé à un privilège. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça prend d'avoir des moyens pour pouvoir le faire. Est-ce que dans ton cas, c'était ça? Parce que tu as voyagé à plusieurs endroits et nos auditeurs et auditrices peuvent t'entendre et dire, mais d'un point de vue financier, comment tu gères ça? Ça implique beaucoup d'argent, tu vois? Donc, je suis juste curieuse de savoir. Bien toi, sûr, bien sûr. Et c'est vrai que pour voyager, il faut de l'argent, mais tout d'abord, je vais remettre le contexte. Mes parents, en fait, ce sont 2 ouvriers. Et d'ailleurs, ils viennent de 2 familles qui sont très modestes. Parce que mes grands-parents travaillaient sous la banane. Des 2 côtés. Des 2 côtés. Mes parents, je peux vous dire les métiers, ma mère était auxiliaire puéricultrice. Et mon père était agent de la ville de Paris. Donc ce sont des salaires qui tournent entre 1 400 € et 2 000 €. Donc on va dire en dollars canadiens, on est, je pense, dans les 3 000... je ne sais même pas si on a... Voilà, même pas. Enfin, on doit être dans les... Oui, peut-être 2 800 $. Donc, pour se rendre compte, ce n'est pas en fait avec mes parents, en tout cas de ce côté-là, que j'ai pu recevoir de l'argent. Non, c'est que depuis en fait que j'ai 17 ans, j'ai fait des babysitting, j'ai travaillé aussi dans les centres de loisirs. Et puis, outre ça, c'est que pour moi, en fait, le voyage, si on a vraiment envie, on peut y arriver. Il y a différentes façons de voyager. Déjà, par exemple, pour aller de la France à l'Angleterre, il y a aussi des bus. Et en fait, les bus, ça coûte 20 €. Donc, plutôt que d'aller au restaurant, par exemple, pourquoi ne pas mettre ces 20 € dans le voyage? Alors après, oui, on va me dire, mais il y a les hôtels à payer, à l'hébergement, etc. Donc, il peut y avoir les auberges, il peut aussi y avoir les Airbnb. Et en fait, moi, c'est vrai que comme j'ai cette habitude du voyage, et après, en fait, je sais comment dénicher les occasions pour pouvoir voyager. Donc, moi, en tout cas, ça n'a jamais été un frein pour pouvoir voyager. Et puis, tout simplement, de nos jours, pour celui aussi qui veut voyager, on peut payer les billets en plusieurs fois. Donc, on peut payer en 4 fois, on peut payer en 10 fois sans frais. Ça dépend, en fait, comment on s'y prend. Donc, moi, c'est vrai que ça n'a jamais été un frein parce que voyager est une priorité. Donc, il y a des choses aussi que je ne fais pas. Je ne suis pas aller en soirée ou... à la maison, on s'assoit à 10, on met la musique, on dansait une soirée, ça. Voilà. Voilà, en fait, c'est que ma conception, du coup, elle est différente. Je mets en avant mes activités, comme par exemple pour le foot, que j'aime énormément. Et comment j'ai fait? Bon,
Et ben, je suis devenue déléguée pour la Fédération française de football. Ben, j'allais gratuitement au match. Bon, après, parce que c'est ma passion, mais je me suis dit, si je veux faire les choses, il faut que ça parte de moi. L'argent, c'est vrai, c'est un facteur, mais dans mon cas, je vous assure que, en tout cas pour l'instant, je ne suis pas riche. Le jour où je serai riche, je pourrai en fait offrir tout ce que je veux à tout le monde. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à gérer en fait moi-même. Toujours travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. Parce que c'est en fait ma priorité aussi, le voyage. Je comprends. Écoute, parle-nous justement un peu plus de tes expériences dans le secteur sportif. Oui. Alors, surtout en tant que femme. Oui, surtout en tant que femme, exactement. Alors, j'étais déléguée pour la Fédération française de football. Donc, le délégué, c'est la personne en fait qui est en charge de représenter donc l'institution, donc ou la fédération ou la ligue. Donc, moi, j'étais dans la Ligue Méditerranée ou sinon le district, donc dans lequel, il va évoluer. Et donc, il est, des matchs lui sont attribués. Et donc, on est en charge vraiment de la rencontre, donc de la bonne tenue de la rencontre, de la sécurité et aussi de tout ce qui est aspect administratif, donc tout ce qui est des feuilles de match, les contrôles avec les arbitres. Voilà, ça englobe beaucoup de choses. Et donc, 99% du temps, c'était pour des matchs masculins. Alors, mon expérience, bon, si on la regarde, elle est très positive parce que j'ai bien travaillé, parce qu'aussi j'étais appréciée. Mais ça, c'est quelque chose en fait que les gens n'ont pas senti parce que je ne faisais pas ressentir. Mais c'est aussi une des causes de mon arrêt. C'est la façon dont les hommes quand même se comportent. Pourtant, bon, moi j'ai du tempérament. Mais parfois, en fait, on me faisait comprendre que, en gros, tu es une femme, donc tu ne peux pas connaître ce secteur-là. Alors que moi, je leur disais, mais moi, ça fait plus de 30 ans que je suis le foot, tu n'étais même pas née. Donc, je connais mieux que toi. Hein. Si, en fait, qui te disait ça? Eh ben, des jeunes, ou même des entraîneurs. Des entraîneurs. Oui, les entraîneurs, en fait, le comportement qu'ils avaient, c'était comme si, en fait, tu es là, mais tu ne connais pas. C'est-à-dire, en fait, que ta parole vaut moins qu'un homme. Ou par exemple, même dans des vestiaires avec les arbitres, parfois ils parlaient d'un match, et puis moi, j'aime parler. Donc je leur disais, ah oui, mon avis. Donc du style, ah bon, tu regardes ça? Je dis, mais peut-être que je regarde même plus de matchs en fait de foot que vous. Mais parce qu'ils ne savaient pas que tu travaillais pour la fédération. Non, et même là, j'étais avec eux, par exemple, dans le vestiaire, c'est-à-dire que le traitement, il est différent. Donc parfois, c'est, c'est une femme, donc attention, on va pas faire ci, on va pas faire ça. Et parfois aussi, par exemple, s'il y a une décision à prendre, parce que le délégué, il est, pendant la rencontre, assis entre les deux bancs de touche des équipes. Et donc, pour tout ce qui est des changements, ça passe par le délégué. Et aussi, le délégué, il doit être en charge donc, des bancs de touche, c'est-à-dire que déjà, les entraîneurs et aussi le staff doivent respecter donc, ce qu'on appelle ils ont une surface à respecter, donc qui est rectangulaire. Si cette surface n'est pas respectée, le délégué doit intervenir et, entre guillemets, dire gentiment, s'il vous plaît, asseyez-vous. Si, en fait, c'est trop répétitif, là, il faut réprimander. Et une des réprimandes, c'est d'appeler l'arbitre pour pouvoir sanctionner avec un carton. Lorsque, par exemple, j'ai dû faire cela, souvent, en fait, c'était mal pris. C'était « Ah, madame, vous êtes sérieuse, là ?» Comme ça, on parlait. On m'a même dit Michelle Obama. Il m'a dit, elle a quoi, Michelle Obama? Ou sinon, Tina Turner, retourne à la cuisine. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont comparé à des belles dames. Ils m'ont comparé quand même à des belles dames. Mais en fait, c'est ce sont des remarques que j'ai entendues. Et puis surtout, l'attitude parfois agressive de certains parce que c'est une femme, pas qui dirige, mais qui est là en fait pour faire respecter des règles. Moi, je pense que c'est ça. C'est parce que justement, tu as du pouvoir par rapport à eux et ça les gêne. Oui, parce que parfois ils se disaient madame, vous allez faire un rapport, vous allez mettre quoi dans votre rapport? Je disais je vais mettre la vérité. Je vais mettre en fait ce que vous avez fait. On n'est pas là pour sanctionner les gens. Mais maintenant, en fait, il y a quand même des choses à respecter, surtout, en tout cas, le milieu du football où ça conteste énormément. Pour un oui, pour un non, ça conteste. Et malheureusement, les gens, ils sont... je ne sais même pas si je pourrais dire emportés par la passion, mais ça en devient souvent par de la mauvaise foi. Je trouve qu'à force, ça devient de la mauvaise foi, alors qu'il y a des choses qui sont évidentes. Le côté vraiment objectif, il se
je trouve qu'il s'éloigne un petit peu de ce que peut être le football. Et moi, c'est un peu ce qui m'a déçu. Juste pour revenir à ce que tu disais que c'était 99% des matchs masculins. Oui. Donc tu as fait aussi des matchs féminins. Oui. La différence entre ces deux-là. Aïe. C'est que en termes de jeu ou en termes de réception. D'environnement. Déjà, la plupart du temps, les entraîneurs, c'était des hommes. Aussi pour la plupart du temps, oui. Okay. La plupart du temps, le banc restait quand même la plupart du temps masculin. Okay. Donc ça se passait quand même bien parce qu'il y a cette attention qui est donnée. Après, bon, les filles, au niveau dans lequel j'étais, ça ne contestait pas spécialement. J'ai peut-être vu vraiment une joueuse qui a été très excessive, mais c'était envers l'arbitre. Mais après, ça reste, oui, plus calme, beaucoup plus calme, moins contestataire. Après, bon, c'était un niveau, ça correspond à la 5e division. Ouais, district. Non, R1. R1 ? Oui. Régional ? Oui, régional 1, oui. Avant, en fait, il y a, peut-être 4e division, oui, parce qu'il y a la D3, il y a la D2, il y a la D1, donc oui, 4e division même. Mais la 4e division, en France, chez les femmes, c'est très inégalitaire et je dirais quand même assez faible. Ouais. Donc, vraiment, il y a des choses... Donc, c'était pas du tout pareil. L'ambiance n'était pas du tout la même. Et je veux dire, tu n'as pas eu de remarques telles que... Ouais, c'est vraiment des hommes. Ils abusent. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis curieuse de savoir, sachant que l'expérience des femmes est différente. Oui. Est-ce que au niveau des délégations, c'est quelque chose qui est pris en considération, s'assurer que, par exemple, lorsqu'il y a des femmes qui sont intéressées à être déléguées, de s'assurer en fait que elles aient le plus que possible les ressources, les moyens, ou qu'elles évoluent dans des environnements qui vont les encourager, les soutenir. Je me pose la question. L'autre question que j'ai aussi en tête, y avait-il beaucoup de femmes à l'époque où tu étais déléguée? Non. Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. C'est très facile. La première année, on était 3 femmes. La deuxième année, on n'était que 2. Et moi, j'ai démissionné en cours d'année. Donc... ma collègue est toute seule, je pense qu'elle est toujours toute seule pour le district en tout cas de la Côte d'Azur. Donc ça c'est la deuxième question. La première question, c'était qu'en fait moi je suis vraiment devenue déléguée par ma curiosité et par mon amour pour le foot. Parce que personne en fait n'est venu me chercher ou ne m'a encouragée pour être déléguée, parce que c'était même un rôle que je ne connaissais pas en soi. Je le voyais, mais je ne savais pas exactement ce que faisait le délégué. Et c'est vraiment à l'audace, en allant dire, comment on fait pour être délégué? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu un contact, puis un autre contact. Et au bout d'une semaine, en fait, je me suis retrouvée en formation de délégué. Mais il n'y a aucune campagne qui n'est faite pour inviter les gens à être délégués. Hommes ou femmes? Hommes ou femmes, déjà. Et encore moins des femmes. Parce que la plupart des délégués, ce sont des entraîneurs anciens ou en fonction, ou des anciens arbitres. Ils se disent qu'ils n'ont plus la condition physique, alors pourquoi ne pas être délégués? Parce que ça leur permet toujours d'avoir un pied dans le milieu du football et surtout aussi d'être avec les arbitres et aussi avec des équipes. Ou sinon ça, ou c'est sinon, une chasse gardée finalement. Voilà, en fait c'est que c'est même pas assez répandu, parce qu'autant j'ai vu des campagnes pour devenir arbitre, quand on suit un peu des clubs, par exemple des clubs amateurs, ils vous disent devenez arbitre, nanana, et on finance. Mais le délégué, il n'y a rien de tout ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un délégué. Il y a certains parents aussi parfois qui me disent « Ah ouais, vous venez juste prendre votre chèque », parce qu'en fait ils voyaient que... Non, moi je peux dire combien je gagnais par match. En district, 40 €. En ligue... C'est pas beaucoup. En ligue, 36 €. National, 35 €. Et en national, c'est là en fait où j'avais le plus de travail pour les 17 nationaux et 19 nationaux. Donc non, si on fait ça en plus qu'on consacre le week-end, c'était vraiment par passion. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Un arbitre, il prend déjà plus d'argent, mais pas le délégué. En fait, ce sont des volontaires. Clairement. Voilà.
Mais justement, à la lumière de tout ce que tu viens de dire, quelles sont tes perspectives par rapport à la présence ou encore la participation des femmes dans le secteur sportif? Penses-tu que c'est quelque chose qui est en évolution ou s'il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau du public ou encore même des entraîneurs, des arbitres, etc., par rapport à la présence des femmes dans ces milieux? Alors ça évolue, c'est sûr, mais doucement quand même, il faut être réaliste. Et moi je trouve quand même que c'est... Alors, les femmes aussi, je trouve qu'elles vont peut-être pas s'intéresser assez à ces postes-là. Parce que je n'ai vu que, je crois, 5 ou 6 femmes arbitres. Et c'est pas beaucoup. Donc je pense aussi que les femmes ne vont pas vers ces secteurs-là. En tout cas, dans le football, de ce que j'ai vu. Il y a ça, et elles sont peut-être aussi pas assez stimulées. Mais je pense aussi que ça part quand même aussi de la femme qui s'y intéresse pas. Et puis, de l'autre côté, moi, en tant que très curieuse, j'allais en fait à des matchs de foot de N2, N3, donc 4e, 5e division en France, toute seule. Mais là aussi, j'ai eu des réflexions. On m'a dit, mais dans l'équipe, c'est qui votre copain? Je disais, non, moi je suis là parce qu'en fait, j'aime le foot. Comme si en fait, la présence d'une femme est due tout simplement voilà, au fait qu'elle supporte. C'est souvent en fait allié à si tu es là, c'est que tu as un intérêt. C'est ça. Voilà. Et moi, ça me frustrait parce que y a même des joueurs avec qui que j'encourageais, parce que j'aime encourager les gens. Lorsque je vois que la personne a du talent, surtout en foot, je me disais, ah ben voilà, je pouvais écrire un petit mot sur Facebook ou sur Instagram, continue, c'est super, tu vas y arriver. Et ben, en fait, ça peut être mal interprété. Très, très mal interprété. Et ça, je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, une fois, j'avais rencontré un footballeur, c'était à une veillée, bref. Et il disait, oui, je joue tout ça en N2, dans tel club et tout. Je dis, ah super. Et puis moi, pour plaisanter, je lui dis, ah ben moi, je peux être ton agent de joueur. Enfin, je peux être ton agent. Et comme, bon, pourtant, c'était un noir. Hein. Moi aussi, je suis noire. Et ben, il m'a dit, non, femme de ménage ou cuisinière. Alors que j'étais en train de faire mes études de droit. Non, mais voilà, ça, ce sont des choses vraiment qui se sont... Donc, ça prouve aussi la mentalité. Je me dis, peut-être que si ça avait été une blonde aux yeux bleus, est-ce qu'il aurait réagi comme ça? Il se serait dit, non, elle est vraiment intelligente. Mais là, tout de suite, en fait, je n'ai rien contre les femmes de ménage. Je veux juste remettre dans le contexte. Mais il n'y a pas de valorisation. Ou sinon, c'est parce que tu as un intérêt. C'est ce qu'ils pensent. Alors que non, pas du tout. C'est très dommage. Oui, c'est très, très, très dommage. Mais en tout cas, ce sont toutes les expériences qui me sont arrivées. Après, je dois dire aussi que ça m'est peut-être arrivé dans une région, un département, où les gens restent quand même fermés d'esprit. Est-ce qu'en région parisienne, ça me serait arrivé? Peut-être pas, parce que j'allais aussi à des matchs du PSG toute seule. Je n'ai pas eu ce genre de remarques, parce qu'en fait, j'entrais dans la foule et j'étais là en train de discuter avec les gens. Par exemple, je suis allée dans le COP Auteuil, donc qui est un des plus grands COP, enfin c'est le plus grand COP en fait à Paris, voir un match PSG Montpellier pour ne pas le citer. Il n'y a pas de problème, tout le monde parle avec tout le monde. Mais c'est vrai que en tout cas dans les Alpes-Maritimes, la pensée est vraiment très... Voilà. En Martinique... Après, comme tout le monde est famille ou quoi, j'ai pas eu en fait ce genre de retour. Bon, ça a fait aussi plus longtemps. Mais en tout cas, dans les Alpes-Maritimes, vraiment, c'est tiens, on la voit à tous les matchs, elle est avec qui? Mais c'était vraiment comme ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils veulent t'associer à chaque fois à un homme. À chaque fois. C'est si tu es là, en fait, tu connais quelqu'un ou tu es avec quelqu'un ou tu cherches à être avec quelqu'un. Et alors que si c'était un homme, genre moi, oui. qui allait tout le temps à un match, il se dit, c'est un fan, il va toujours voir son alors que tu aurais pu avoir cette intention-là. Voilà. Mais c'est pas complètement. Et vous pouvez avoir ton copain là aussi. Oui, là, voilà. Mais pour eux, en fait, ça passe tranquille. Je me suis dit, mais cette femme-là, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, en conclusion... comme je disais, le combat continue pour les femmes. Oui, ça c'est sûr. À ce niveau-là, en tout cas dans le foot, moi pour l'avoir expérimenté, oui.
Parce que Vraiment. les amis, j'ai une petite anecdote. Là, en ce moment, il y a la WNBA qui va venir à Toronto. Le tempo. Voilà, l'équipe qui s'appelle Tempo. Et puis bon, il y a la joueuse qui s'appelle Angel Reese. Oui. Qui a commencé à dire qu'il faut qu'on ait des égalités salariales. Elle va être payée comme un NBA. Oui. Mais les commentaires que j'ai vus, c'était chaud. Je peux même pas dire ça ici. Oui. Ouais. C'est vrai. Ça devait être virulent. Bon, après, c'est un autre débat parce que c'est un peu plus compliqué que. Non, parce qu'on te donne le rookie de l'année. Chez la femme, elle gagne 76 000 $. US, le rookie de l'année gagne 1,2 million. 20 millions de. Oui. 12 millions. C'est 12 millions. C'est pas les mêmes investissements. Énorme. Je sais. Pas même Il faudrait investissement. que plus de personnes aillent regarder les matchs de femmes. C'est pas le pour même que marché. les femmes aient de l'argent. Mais donc, comme elle a dit, il faut encourager les femmes Oui. à aller faire ces postes. Il ne faut pas qu'elles aient peur. Il y a beaucoup de femmes qui aiment le foot, Oui. qui sont couchées à la maison. Oui. Et puis qui sont là, j'aurais aimé. Et puis après, ça passe. Et puis elles font un truc. Et donc, C'est qu'elles vrai. fassent vraiment ce qu'elles ont envie. Aujourd'hui, il y a les arbitres NBA. Comme je dis, dans toutes les équipes NBA, il y a des femmes qui sont là. Ils sont obligés d'avoir des femmes. Il y a un quota. Oui. Mais s'il n'y avait pas des femmes pour s'affirmer, ce qu'elle est en train de faire, Angel Reese, je pense qu'elle va gagner gain de cause un peu quand même. Pas les millions de $, Oui. mais ça sera pour les futures générations. Totalement. Yo, you gotta get paid. Tu vois, c'est ça. Totalement. Tout à fait. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Alors, dis-moi, quel est un rêve ou une ambition que tu chéris? Parce qu'à travers tout ça, je suis sûre qu'il y a quand même un projet, quelque chose que tu souhaiterais faire, quelque chose qui soit en lien avec le sport. Waouh. Travailler en NBA. Voilà. NBA ou WNBA? Non, NBA. Ok. I'm sorry. Pardon. Non, c'est vrai. Après, peut-être parce que les envies peuvent évoluer et on ne sait pas aussi de quoi la vie est faite en termes d'opportunités. Donc, rien n'est fermé. Mais là, si on me dit tout de suite aujourd'hui dans quoi tu veux travailler, d'ailleurs, on m'a déjà posé cette question 2 fois depuis que je suis arrivée au Canada, c'est travailler en NBA. Avec l'audace que tu as, tu peux aller appliquer là, direct. Oui. C'est moi Parce qui que te dis, il y a plein de positions. Moi, quand je venais d'arriver ici, Oui. c'était pas pour ça, mais je me disais, je voulais travailler à temps partiel. Juste parce que j'adore le NBA, je voulais aller là, tout et tout. J'ai appliqué, bon, on n'a pas pris, mais j'aurais pu insister. Il y a des gens qui étaient avec moi après que j'ai vu. Donc, C'est tu sûr. vois là, tu fais comme d'habitude, tu y vas, c'est pas loin, c'est au centre-ville. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire un petit mot Bien encore sûr, bien sûr. On Alors, t'écoute. aussi depuis peu, je fais 2 chroniques sur Choc FM. Et justement, une des chroniques s'appelle Haut niveau féminin. Et dans Haut niveau féminin, j'essaie de mettre en valeur les femmes qui sont dans le sport ou qui travaillent ou qui sont des athlètes ou qui œuvrent de quelque manière que ce soit en fait dans le sport. Donc voilà, c'était ce que je Merci voulais pour dire. le partage parce qu'on veut encourager nos auditeurs et auditrices à aller écouter tes chroniques. Tu Oui. dis que c'est sur Choc FM? Exactement. collègues. Voilà. C'est ça. Et il y a aussi une autre chronique qui s'appelle Partage. Voilà, Voilà. excellent. Tout ça, c'est sur, bien sûr, chocfm.ca. Sabine, à nouveau, merci pour ta présence aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un réseau social où les gens peuvent te suivre? Oui. Alors, sur X, c'est l'expertise by Sab. Et sur Instagram, c'est expertise au féminin. Excellent. Choc Culture est aussi sur les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, YouTube, Facebook, Spotify et Apple Podcasts à Choc Culture, CHQCULTR. Vous pouvez également écouter cet épisode en rediffusion sur chocfm.ca. Moi, je vous dis merci, Med, DJ Hobbs et Merci, Mr. ça Ring, fait d'avoir plaisir. été avec Merci. moi encore une fois pour cette belle heure. Et je vous dis au revoir et à dimanche 11h. Bye bye. Au revoir. À bientôt, bisous. Bisous.